À travers les siècles, les hommes ont su développer la connaissance de la maîtrise des extraordinaires vertus que recèlent les plantes. Pendant des milliers d'années, la seule médication disponible pour les hommes était donc la phytothérapie. Son histoire est liée à celle de l'humanité car dans toutes les cultures, sur tous les continents, on a toujours utilisé les plantes pour soigner les hommes. Et cela risque de durer encore longtemps, puisque jusque-là, les plantes continuent par exister. Si cette médecine offre assez d'avantages, les inconvénients ne manquent guère et la contrefaçon en est un. La phytothérapie en Afrique est-elle reconnue? Qui peut être appelé phytothérapeute? Y a-t-il des vendeurs d'illusions dans ce secteur? Comment peut-on détecter ces produits contrefaits? Bonjour et bienvenue à vous dans cette émission consacrée à la phytothérapie. Comment sauver des vies en évitant la contrefaçon dans la phytothérapie? C'est le thème central de cette émission et pour en discuter, je reçois pour vous Lamine Cissé, communicateur en politique, également auteur. Lamine Cissé, vous vous intéressez aux effets des causes cachées, je ne le dirai jamais assez. Bonjour et merci d'être là. Bonjour. C'est un plaisir. En face de vous, c'est Robin Akrombessi. On ne le présente pas non plus. C'est un activiste des causes des consommateurs. Il est le président de la Voix des consommateurs, Robin Akrombessi. Merci d'être là. Bonjour, monsieur le journaliste. Avant de retrouver donc nos invités pour la discussion, place à la virgule. Mesdames, Messieurs, plus de 800 000 espèces végétales poussent sur la surface du globe, dont 250 000 sont connues par le grand public. Parmi ces dernières, l'OMS a répertorié plus de 22 000 plantes médicinales utilisées par les médecines traditionnelles. Mais seulement quelques centaines donc, de ces plantes sont utilisées couramment aujourd'hui. Robin Akrombessi, vous êtes consommateur. Est-ce que vous reconnaissez l'existence de ces plantes médicinales utilisées par la médecine traditionnelle? Mais bien sûr, je profite d'abord pour saluer tous les téléspectateurs et je vous félicite pour aborder cette thématique parce que c'est des questions qui parfois semblent un peu occultées pour la simple raison que nous sommes dans un système d'éducation conventionnelle et la médecine qu'on appelle la médecine occidentale est devenue la médecine qui semble s'imposer à tout le monde, alors que même le père de la médecine, je veux parler d'Hippocrate, disait déjà que ton alimentation soit ta médecine et que ta médecine soit donc ton aliment. Cela veut dire quoi? C'est le principe du primum non serré, c'est-à-dire le produit que vous prenez ne doit pas nuire. Si cela doit nuire, ça veut dire que vous n'êtes plus en train de régler le problème. Et quand vous allez chez les Grecs, médicament veut signifier quoi? Médicament veut signifier poison. Médicament veut signifier poison. Ça veut dire qu'a priori, on a quitté le terrain du produit naturel, la plante, qui est supposée guérir, pour aller sur le terrain du poison. Et par quelle alchimie est-ce qu'on en est arrivé là? Vous voyez, l'humain, a priori, est conçu pour consommer du végétal et des animaux. Puisque c'est nos plats quotidiens, ça. A priori. Et dans chaque végétal se trouvent des principes actifs, se trouvent des vitamines, se trouvent des oligo-éléments qui permettent d'alimenter notre corps, de nous nourrir. Et donc, en principe, si vous vous alimentez bien, vous devriez être à l'abri des maladies. Si vous respectez un certain nombre de principes en matière de nutrition, c'est pour cela qu'aujourd'hui, la médecine est en train de développer beaucoup plus la médecine nutritionnelle, ou c'est des médecins nutritionnistes qui sont beaucoup plus formés, puisque en fait, quand on parle de traiter, de guérir quelqu'un, il s'agit soit de faire de la médecine préventive, soit curative, ou pour soulager. Donc vous reconnaissez l'existence des plantes. Les plantes sont importantes pour nous et c'est les premiers traitements que l'humain a toujours connus. Et cela va rester ad vitam aeternam parce qu'aujourd'hui, l'Occident, qui était passé au poison, est en train de revenir à la phytothérapie.
Revenons donc à la phytothérapie. Il y a 400 ans avant Jésus-Christ, effectivement, Hippocrate, comme le soulignait Robin Acrombessi, faisait donc sortir un traité sur près de 250 plantes médicinales. Lamine Cissé, vous êtes sénégalais, de la région de la Casamance, la Grande Forêt. Vous reconnaissez également l'utilité des plantes là-bas? Mon papa fut un thérapeute, fut un tradipraticien d'ailleurs, qui à chaque mot, à chaque souffrance, va dans la brousse pour dire prenez la feuille là, et il guérissait. Donc j'ai grandi dans cet environnement auquel je crois fortement. Comme il l'a dit, mon co-débatteur, mon ami, et frère, je crois que les plantes sont faites pour nourrir. Quand on parle de nourrir, c'est amener les aliments au corps et détruire ce qui est nuisible au corps. C'est ça le rôle des plantes. Parce que les plantes produisent la nourriture que nous nourrissons. Les feuilles sont utilisées et les racines pour nous guérir. Ça, c'est naturel. C'est Dieu qui l'a conçu ainsi. Maintenant, quant à l'utilisation, c'est de cela que nous parlons. Tout à fait. Mais est-ce que vous, en tant qu'Africain aujourd'hui, vous avez l'impression que les gouvernants, la population, la masse en général, reconnaît l'existence de la phytothérapie? Mais au Sénégal, il y a 85% des populations qui utilisent la phytothérapie. Ce n'est que 15% qui vont vers les médecines modernes. Et même ceux-là, quand ils vont vers les hôpitaux, les trucs modernes, ils font les deux à la fois. Ils veulent avoir les diagnostics de l'hôpital et les diagnostics des phytothérapiques, tellement qu'ils sont efficaces sur le terrain. Et vous savez, l'Organisation mondiale de la santé a reconnu cela. Et sans occulter cela, nos chefs d'État ont pris, peut-être un peu tardivement, en 2001, ils ont déclaré décennie. Lors de la rencontre d'Abuja et de Lusaka en 2001, les chefs d'État de l'Afrique ont décrété la décennie de la médecine traditionnelle en Afrique. Ce qui veut dire que c'est important, son impact est extrêmement important sur le terrain. Robert Acrombessi, sur vous, au Bénin, ça se passe comment? Ben, bien sûr que quand vous allez dans nos hôpitaux, vous constaterez que les lits sont moins occupés par les populations à la base, qui sont la base de la pyramide de notre pays, bien entendu. Et donc, la plupart de ceux qui vont dans les hôpitaux, c'est beaucoup plus ceux qui sont lettrés et qui ont accès à la médecine du blanc, qui ont beaucoup plus de moyens. Donc, les populations à la base utilisent massivement ces plantes-là. Et comme il l'a dit, je confirme, les gens font aujourd'hui, jouent sur un effet cumulatif, ce qui est dangereux. Ce qui peut être dangereux parce que... On va revenir tout à l'heure sur les effets de l'utilisation de ces plantes-là. C'est utile, il faut reconnaître aujourd'hui que la médecine traditionnelle, elle est présente, et même le gouvernement du régime défunt, ou les gouvernements du régime défunt, ont pris soin de mettre sur pied un comité tripartite. Il y a les pharmaciens, il y a les médecins, et il y a les tradithérapeutes qui sont dedans, qui réfléchissent à comment est-ce que la phytothérapie pourrait être menée au Bénin afin de s'assurer des conditions de sécurité normales pour protéger le consommateur. Alors, Lamine Cissé, vous aviez dit tout à l'heure que vous avez grandi aux côtés de votre papa, qui allait donc dans la forêt chercher des plantes pour venir régler les problèmes quotidiens des populations en matière de santé. Est-ce que tout le monde peut être thérapeute? Non, pas du tout. Et votre papa a été formé où? Il a été formé traditionnellement par son grand-père, et que c'est de génération à génération on transmet. Maintenant, ça évolue, hein, parce qu'à cette époque, on vous dit, par exemple, même eux, ils ont une manière, peut-être c'est intuitive, de mesurer le dosage. On te dit, par exemple, telle plante, il faut prendre 3 feuilles, qu'il faut infuser, il faut bouillir à... Ils ont un temps qui est un peu instinctif, ils n'ont pas la montre. Mais ils savent à peu près il faut bouillir pour combien de temps pour que ça soit efficace. Et si la maladie est ceci, il faut prendre combien de feuilles pour bouillir. Et ils ont leur manière de cueillir même ces feuilles-là. Quelquefois, quand ils vont dans la brousse, ils respectent ces plantes-là. Ils saluent la plante avant de couper. Ils ont des choses qu'ils disent pour que la... Et il y a l'heure à laquelle il faut cueillir cette plante-là. Donc tout ça, là, ça entre dans la tradition, la thérapeutique traditionnelle. Et ça se transmet?
Ça se transmet, oui, de façon orale. Mais là, ça va perdre de valeur au fur et à mesure. Voilà, maintenant, tu vois, les mesures sont prises dans ce sens-là. Hein. Les gouvernants ne sont pas laissés rester les bras croisés parce qu'il s'agit de la santé publique. En ce moment, la science n'était pas aussi développée et que tout le monde n'avait pas les moyens d'aller au niveau des hôpitaux. Même aujourd'hui, hein, il y a beaucoup de gens qui aimeraient aller vers les hôpitaux, mais il y a d'autres qui vont vers les hôpitaux, qui n'ont pas de satisfaction. Ce sont les médecins même qui les envoient vers les tradipraticiens et ils trouvent une solution. Donc il y a une action de complémentarité qui se fait aujourd'hui. Et pas au Sénégal seulement. Moi, ma référence en Afrique de l'Ouest, c'est le Ghana. Le Ghana, vous trouvez des pharmacies de médecine traditionnelle partout dans les quartiers. C'est depuis le temps de Rawlings. Okay? Les pays anglophones sont à peu près en avance par rapport aux pays francophones, par rapport à cela, qui ont été un peu muselés par l'assimilation française, vous savez. Okay? On ne va pas donc faire beaucoup plus allusion à la colonisation ici. Non, je suis en train de dire un peu la différence qu'il y a. Il y a certains pays qui sont très en avance par rapport à ça, parce qu'ils ont été libérés à créer leur propre génie, tel que le Ghana, le Burkina Faso également. Okay? Bon, mais au Sénégal, il y a des actions conjuguées, par exemple, du Sénégal et du Mali, des chercheurs, des médecins, ils ont créé toutes les infrastructures nécessaires sur le plan institutionnel pour qu'ils financent ces gens-là, ils les forment au niveau des universités, etc. Tel au Ghana, qu'au Sénégal, au Burkina, mais le Bénin aussi est très en avance. Robert Anclobessi, est-ce que vous pensez que dans le secteur, il y a des vendeurs d'illusions? Mais il y a beaucoup de vendeurs d'illusions, malheureusement. Beaucoup. Vous savez, on a eu à faire plusieurs émissions sur ça, puisque aujourd'hui, vous constaterez que pour certains organes qui ont besoin de faire fonctionner du point de vue financier leurs organes sont amenés à faire de la communication qui parfois se révèle dangereuse. Parce que vous voyez des gens qui, du jour au lendemain, deviennent thérapeutes et qui proposent des produits qui sont mis sur le marché, mais qui ne sont analysés par personne. C'est là votre rôle. Vous faites quoi en ce moment? Oui, vous savez, notre premier rôle, c'est d'attirer l'attention des gens sur ce que vous ne maîtrisez pas, ce qui n'a pas été analysé par un certain nombre de structures nationale ou internationale ne peut pas être garantie et donc que vous puissiez y aller. Et vous savez, le problème, nous avons par exemple la loi 2007-21 portant protection du consommateur qui prévoit depuis ses articles 24 jusqu'à l'article 27 qu'un produit ne peut être mis sur le marché s'il n'a été analysé, s'il n'a été enregistré, s'il n'a été analysé, suivi par les structures compétente sectorielle et qu'un certificat de mise sur le marché lui soit délivré. Ça veut dire quoi? Nous avons des institutions qui sont supposées analyser tout ça. Sinon, dès que le produit est mis sur le marché, ils doivent en même temps aller s'auto-saisir pour dire quelles sont les preuves, quel est votre certificat d'enregistrement. Et le consommateur aussi doit avoir ce réflexe-là. On m'a proposé un produit, je demande à avoir le certificat d'enregistrement. C'est ça qui me garantit que ce produit-là, au moins l'État a certifié, ou les structures de l'État ont certifié pour dire que c'est normé. Mais quand nous on le dit, vous savez, on a la chance de le dire quand vous, les organes de presse, vous nous tendez l'opportunité, vous nous offrez l'opportunité. Les chaînes, vous imaginez des chaînes qui font de la communication pour ces produits-là, vous les voyez difficilement en train de nous permettre toujours. Parfois, on le permet. Vous vous dédouanez facilement, là, monsieur Anclobessi. Non, vous savez... Vous constituez quand même un groupe de pression. Il y a plusieurs canaux sur lesquels vous pouvez communiquer. Oui, parfaitement. Mais vous savez, il y a un autre problème. Vous allez dans les hôpitaux, vous allez par exemple dans le littoral, où vous avez à peine 4 médecins pour près de 5000 patients. Donc vous voyez la complexité? Non. C'est-à-dire, quel que soit ce que vous allez dire aux populations, la personne est malade. Et je vais vous donner un exemple. Il y a, pendant qu'on s'est battu, rappelez-vous, pour qu'on démantèle la Diegoulé et d'autres marchés de faux médicaments. Il y a une jeune dame dans le Septentrion qui nous a appelé pour dire « Je me retrouve confronté à une situation. Quelqu'un est en train de mourir à côté de moi. Vous avez dit de ne plus vendre les faux médicaments ou les médicaments du circuit illicite.
En temps, j'ai enterré les produits. J'ai enterré les produits. Vous imaginez, ça a subi des intempéries, c'est resté sous le soleil et tout et tout. Et maintenant, la personne est en train de mourir à côté de moi, me demande de lui vendre le produit. Si on ne lui vend pas ça, je lui vendais ça avant pour la sauver. Elle va mourir jusqu'au petit lendemain. Mais quel doit être son réflexe? Elle me pose la question. Je dis, qu'est-ce qu'il faut faire? Honnêtement, moi-même, je ne comprends pas. Et elle me dit, vous voyez, vous n'avez pas toujours solution au problème, mais vous nous demandez de faire l'impossible. Donc, moi, il serait bien de lui servir. Si elle suivit, c'est bon. Si elle ne suivit pas, je comprendrais qu'elle devait mourir. Vous voyez, c'est complexe. Dans ces conditions, est-ce que vous pensez que quand vous dites à la personne, là, c'est le patient même qui est venu demander le produit. Dans ces conditions, est-ce que vous pouvez convaincre quelqu'un à ne pas aller vers ces produits? Quand on dit, par exemple, vous avez des problèmes sexuels, venez, j'ai tel produit. Mais l'État devrait mieux jouer son rôle. Et l'État ne nous donne pas, à nous, les moyens, organisations de consommateurs, de faire le travail. Les populations non plus. On va revenir à ça tout à l'heure, Est-ce que vous pensez qu'effectivement, il y a des vendeurs d'illusions dans le secteur? Mais ça, c'est différent. Hein. Vous parlez des produits préfabriqués. Là, ce qu'il dit, là, ce qu'on a demandé, c'est des médicaments. C'est des médicaments qui sont préfabriqués dans les laboratoires hors normes dont on parle. Ça, c'est autre chose. Mais non, je faisais la comparaison pour qu'on puisse voir quand les gens se retrouvent dans certaines conditions, comment ils sont amenés à prendre les produits. Ok, merci. C'est pour clarifier un peu par rapport aux téléspectateurs. C'est extrêmement important. Mais vous savez, j'ai l'impression aussi qu'il y a une concurrence, une compétition entre les médecins, les pharmaciens modernes et les phytothérapeutes. Oui, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas... Parce que c'est l'État qui prend des initiatives, hein. Mais ces initiatives ne vont pas souvent jusqu'au bout. À quel niveau? Bon, au niveau quand même des acteurs qui sont sur le terrain. Parce qu'il faut que l'ordre des médecins, etc., qu'ils analysent, former en même temps ces thérapeutes-là pour que... Au Sénégal, ça avance. Dans d'autres pays, ça avance. Mais au Bénin, j'ai vu des produits qui sont sur le terrain, qui sont bien étiquetés, bien faits et reconnus. Par exemple, vous prenez Valentin Ago, le docteur, là. Mais il se base sur les réalités endogènes, les plantes, etc. Lui, il est sur le plan international, mais il est allé seul. Ce n'est pas l'État qui... Lui, il s'est battu seul pour arriver à cela. Mais nous voudrions que l'État et tout ce corps, n'est-ce pas, médical, puisse lever le niveau, n'est-ce pas, de formation de ces thérapeutes qui connaissent, qui soignent. Ils sont en train de soigner des gens. Mais est-ce que vous notez, par exemple, le Bénin que vous avez aussi suffisamment visité, que vous maîtrisez aussi, est-ce que vous pensez que sur le terrain, moi-même, j'achète chez les Béninois parce que je les fais confiance. Pourquoi ne pas faire confiance? Maintenant, est-ce que vous pensez qu'il y a des vendeurs d'illusions dans le rang? Bien sûr. Partout, il y a des vendeurs d'illusions. Mais puisqu'ici, il est question de la santé humaine, vous pensez qu'on peut tolérer cela? Vous savez, quand vous parlez de la santé humaine, dans tous les secteurs, il y a des vendeurs d'illusions. Comme dans la gouvernance, il y a des vendeurs d'illusions. Ceux qui pillent notre économie et que celui qui est là-bas ne peut pas se soigner, il est au même titre que ce vendeur d'illusions-là. Ça dit que nous sommes dans une dynamique où, toujours, il faut qu'il y ait des contre-actions. C'est la dynamique qui fait vivre. Il faut qu'il y ait la vérité et le mensonge. OK? Ces vendeurs d'illusions existent. Tant qu'ils n'existent pas, nous allons nous parfaire pour aller vers la perfection. C'est parce que les vendeurs d'illusions existent, c'est parce qu'il faut amener ces médicaments-là aux normes internationales, c'est parce qu'il faut que ces médicaments-là, ces praticiens-là, leur niveau de truc soit élevé. C'est parce qu'il y a toute cette contrainte-là que les efforts doivent être faits pour... Sinon, les vendeurs d'illusions, il y a des gens qui vous vendent des médicaments qu'ils ne connaissent même pas, hein, qu'ils n'ont jamais consommés, et qui te disent que ça fait ceci et cela. Et vous trouvez des médicaments qui soignent toutes les maladies. Hein. On trouve ça. Est-ce que c'est normal? Mais c'est-à-dire que le problème se pose à ce niveau-là. Quand vous posez la question, mais pourquoi ça soigne tout ça là, ils ne sont pas capables d'expliquer. C'est pourquoi il y a un travail qui reste à faire. Mais nous avons des spécialisés dans le domaine. Justement, il y a un monsieur qui dit que lui ne traite qu'une seule maladie sur les 2700 que l'organisme humain peut générer. Mais est-ce que vous pensez que si chaque thérapeute aujourd'hui se met à traiter une seule maladie, il peut en devenir spécialiste? Oui, évidemment. Bon, souvent, le problème est qu'ils soignent toutes les maladies, mais en réalité, ils sont forts dans un seul domaine ou dans deux domaines. Mais quand vous venez, ils ne vous laissent pas partir parce qu'il y a l'argent qui est là, etc. Ça, c'est l'honnêteté individuelle qui se pose à ce niveau-là. Robert Kobersi,
vous êtes à la limite grugé, dupé à la limite parfois, lorsque vous êtes en face d'un tradithérapeute qui vous propose avec un seul produit guérir 5 ou 6 maladies. Qu'est-ce que vous en faites, vous, en tant que consommateur? Bon, a priori, on ne peut pas dire que parce qu'il a dit que ça peut guérir 5 maladies que c'est faux. Non. C'est pour cela que je dis, il appartient à l'État de faire son travail. Parce que c'est ça le problème. Nous élisons des dirigeants, des gouvernants, pour que le travail que tout le monde ne peut pas faire de façon synchrone et bien structuré, eux, ils puissent assurer la structuration. Et donc, à partir de ce moment donné, il faudrait bien que l'État puisse organiser le secteur. Je vous ai dit, il y avait déjà un comité qui existe, qui fait le travail entre médecins, thérapeutes et puis les pharmaciens. Mais le problème, quand par exemple ce comité, les travaux n'évoluent pas, quand les résultats ne sont pas sur le terrain, c'est comme disait le professeur Oufouette, vous êtes des chercheurs qui ne trouvaient rien. Le gouvernement devrait se dire, mais attention, on n'investit pas de l'argent gratuitement. Nous voulons des résultats. Vous avez été formés pour quelque chose. On doit obtenir des résultats. Mais si ceux-là ne le font pas, nous, notre rôle, ça se limitera à dire ce qui doit être fait et à attirer l'attention des populations pour que les gens puissent ne pas se laisser aller à tout. Mais quand l'individu propose le même médicament qui guérit beaucoup de maladies, vous savez, plusieurs principes actifs peuvent se retrouver dans le même produit. Et donc, il peut y avoir un principe actif dominant qui règle majoritairement un problème, mais pour les autres, ça sert peut-être d'effet de soulagement. De prévention. Maintenant, il y a l'effet préventif qui est très important et sur lequel on doit plus travailler aujourd'hui. Et c'est pour cela que, je vous ai dit, les médecins nutritionnistes sont formés, des nutritionnistes sont formés, et l'État devrait déjà commencer par recruter. Vous voyez, c'est là où notre État pêche. Depuis, ces jeunes nutritionnistes sont encore à la maison. Alors qu'ils sont là. Vous savez, le fait même simplement qu'ils vous conseillent de manger de l'avocat, mais l'avocat a des principes actifs. On vous dira par exemple que ça atténue l'effet du cancer ou que ça prévient le cancer. Mais ça veut dire que c'est un produit qui guérit. Oui, mais ça, vous parlez de la médecine à la limite moderne. Ah non? Oui, c'est des gens qui sont allés à cette école-là, qui sont formés pour... Mais ici, nous sommes avec des tradithérapeutes, oui, des gens qui ont cette connaissance depuis les temps ancestraux et qui continuent à perpétuer cela. Le problème, c'est que ces nutritionnistes, ayant la science de la médecine conventionnelle, doivent travailler avec ces thérapeutes pour leur expliquer les principes actifs afin que ce ne soit plus des problèmes de dosage et autres qui se posent. Il y a les pharmacologues au Bénin. Tout cela, parce que sans eux, ça va être difficile d'améliorer la production de phytothérapie. Ça va être très difficile. Et quand tout le monde s'improvise, phytothérapeute. C'est pour cela que cette réglementation, cette régulation est indispensable pour que des gens ne s'improvisent plus. Parce que ce faisant, vous savez, il y a des gens, je vais vous donner un exemple. Les polymères carbonés, c'est-à-dire en fait, c'est des molécules qui contiennent du carbone, qui contiennent de l'hydrogène, qui contiennent du chlore, sont dangereuses par exemple parce qu'elles peuvent créer ou générer le cancer en l'homme. La personne qui va chercher peut-être une molécule de carbone et d'hydrogène qui se retrouve dans certains de ces produits, qui va chercher de l'eau, de la sonèbe, qui contient du chlore et qui les mélange, génère donc les molécules polycarbonées et chlorées. Et donc, ça pose le problème de santé publique que le cancer peut se développer ainsi à travers beaucoup de personnes qui consomment ça et qui ne se rendent pas compte. Et effectivement, on a commencé par avoir un problème. Beaucoup de gens souffrent aujourd'hui de leucémie. Beaucoup de gens souffrent de cancer du sang. Ça vient d'où? Ça provient de votre alimentation. Ça provient des produits que vous ingérez. Et donc, ces produits peuvent bien être à la source, tout comme ça peut être aussi les produits, les médicaments. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont interdits. Les médicaments des pharmacies. Donc, le problème est complexe et ça a besoin véritablement qu'on s'asseye entre scientifiques et que les gens réfléchissent véritablement pour trouver la bonne formule. Mais comme Lamine l'a dit, il y a un problème de compétition qui ne devrait pas avoir lieu. Lamine Cissé, on estime que 10 à 20% des hospitalisations sont dues donc aux effets secondaires des médicaments chimiques. Aujourd'hui, beaucoup pensent qu'il faut vraiment retourner à la plante. D'ailleurs, Robert Clobessi l'a dit, la science occidentale, la médecine occidentale a atteint à la limite
ses connaissances et revient donc à l'utilisation des plantes aujourd'hui. Mais il se trouve que même des connaisseurs UP dans le domaine se retrouvent à falsifier à la limite des produits, des sciences, des découvertes d'autres pour en produire et se faire vendre. Est-ce que vous trouvez ça normal? Vous parlez des marchands d'illusions au niveau de la thérapeutique, mais au niveau de la haute science, il y a des marchands d'illusions aussi. Hein. Il y a des marchands d'illusions parce que nous voyons d'autres découvertes qui sont contestées par d'autres scientifiques qui disent qu'on ne peut pas étaler tout ça sur le plateau ici, qui disent que c'est faux et qui donnent les thèses contraires à cela. Prenez par exemple le VIH-Sida. Jusqu'à présent, on n'a pas trouvé de médicaments pour le VIH-Sida. On calme seulement et on vit avec. Ça dépasse la science moderne. Mais nous avons vu à un moment donné sur les plateaux de télévision, surtout au Bénin ici, j'ai vu des thérapeutes qui viennent, qui disent qu'eux, ils peuvent soigner ça. Et ce n'est pas des épreuves juste nous avons vu un président docteur en Afrique de l'Ouest qui s'improvise pour soigner le VIH-Sida. Le monde entier était ébahi. Donc, parce que ces thérapeutes-là, celui qui souffre de VIH-Sida, ils viennent, ils vous donnent les médicaments, ça calme. La personne se retrouve, commence à manger, il pense que c'est guéri, alors que je dirais peut-être que ça, c'est ce qu'on appelle les médicaments. C'est inhibiteur. Ouais, non, les comment on appelle ça là? Les UVG, vous voulez dire les produits? Les produits qu'on donne pour calmer les antirétroviraux. Voilà, les antirétroviraux. Peut-être que c'est les antirétroviraux, ces plantes qu'ils donnent ont les mêmes capacités que ces antirétroviraux. Mais pour eux, déjà, la personne est guérie. Donc, il faut aller scientifiquement d'une manière pointue pour voir est-ce que... C'est là où j'appelle un peu la collaboration qui doit exister, franchement. La collaboration franche, pour moi, elle n'est pas franche. Elle n'est pas franche parce que quand les thérapeutes vont avoir la force, ils vont remplacer peut-être les gens qui ont fait 7 ans d'études, c'est-à-dire Bac plus 7, etc., pour dire que quand on les forme, finalement, ils prendront notre place. C'est pourquoi j'ai dit que cette collaboration doit exister à partir du... Quand l'autre va copier les recherches des années de l'autre pour pouvoir faire sortir un autre produit en seul lieu et place. Non, mais vous trouvez que la collaboration peut être franche? Attends, voilà, c'est difficile. C'est pourquoi je suis en train de dire... vous voyez, il y a des médecins qui... Ils soignent un malade, ils ne parviennent pas à trouver. C'est-à-dire ils font toutes les analyses, il n'y a rien, ils ne trouvent rien. Mais ils envoient ça où? C'est les tradipraticiens qui, en un mois, les soignent. Donc, je crois que cette collaboration existe déjà, mais dans le domaine où ça dépasse la science. La science, parce qu'il y a des domaines où la science ne peut pas opérer. Hein, c'est des domaines purement spirituels liés à de l'invisible, etc. Donc, ces thérapeutes, leur force, non seulement qu'ils apprennent la vertu des plantes, mais ils apprennent au-delà de la vertu des plantes. Okay? Mais est-ce que cela se transmet? C'est pourquoi je dis dans le cadre purement africain, nous devons pouvoir créer, au Sénégal il y a des centres, au Ghana il y a des centres. Le Bénin est en train de très avancer dans ce domaine-là aussi, hein, parce que j'ai découvert beaucoup de choses en fouillant. Le Bénin est en train d'avancer, parce que ça c'est les réalités quotidiennes des populations. 80% de la population vivent de ça. Okay? Donc autant l'État. Maintenant, notre système de gouvernance qui fait qu'il y a des défenses. Il y a des compétitions à tous les niveaux. Les Africains se déchirent à tous les niveaux. Sinon, nous pouvons avoir cette autonomie, n'est-ce pas? Au lieu que tous les médicaments viennent de l'extérieur, c'est eux qui créent. Nous pouvons créer. Nous avons des créateurs qui guérissent. J'ai donné l'exemple de Valentin Agon, ici au Bénin. C'est une référence africaine et mondiale qui est en train de faire... Oui, oui. Api Palu et autre chose. Il est en train de multiplier sa chaîne. Il est parti des recherches de longues années pour arriver à cela. Ce n'est pas l'État qui l'a poussé. C'est pourquoi j'ai dit nous avons des talents. Nous avons des talents africains. Il suffit que l'État y mette des siens et puis le problème sera réglé. Robert Akrobessi, oui, président de la Voix des consommateurs. Vous me permettez de réagir rapidement par rapport à ça pour dire que, vous savez, on ne peut pas éviter cette compétition-là. Ça se passe dans les autres pays. Vous savez, il y a des chercheurs qui vont voler les recherches d'autres. Ça se passe en Occident. C'est dans la nature humaine. Mais le problème, comme il a dit, c'est l'État qui doit réguler pour s'assurer que quand elle a apporté tel, c'est sa convention, c'est sa recherche, ça doit rester conventionnel lié à lui. Mais au-delà, vous savez, il y a des vérités qu'il faut qu'on dise au peuple. La science occidentale a passé tout le temps à mystifier les humains. Aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont en train de se rendre compte
qu'il y a des réalités qui les dépassent largement. Lamine Cissé disait tout à l'heure, par exemple, que nos parents, quand ils vont dans la brousse, qu'ils parlent aux plantes. Un médecin ou un scientifique d'un certain niveau pourra vous dire non, c'est des histoires. Mais en réalité, la physique quantique démontre aujourd'hui que l'univers n'est pas ce que nous croyons. Nous avons un univers dans lequel nous nous retrouvons, pour lequel nous avons accès à peine qu'à 5% de ce qui est visible. Et les 95% qui restent, vous avez 23% de matière noire, nous voyons le vide. Mais le vide n'est pas vide, c'est faux. C'est constitué de vibrations. Et on a pu démontrer comment ces vibrations fonctionnent. Les vibrations sont nous, les vibrations sont en nous. Ça se véhicule. Et tout ce que nous disons, quand la personne parle à la plante, c'est des vibrations pour activer les principes actifs chez la plante. Autrement, ça ne marcherait pas. Si vous voulez faire des... Et eux-mêmes le savent. Ils viennent ici rechercher ces principes-là pour pouvoir les exploiter. Donc, véritablement, l'Africain doit prendre conscience de ces forces-là de la nature que nos parents connaissaient, qui malheureusement n'ont pas été inscrites quelque part, mais que nos parents exploitaient. Vous savez, quand quelqu'un impose la main pour guérir, c'est les vibrations. Et l'organisme humain est tellement parfait qu'en réalité, il n'a pas besoin de suivre des thérapies curatives trop importantes avant de guérir. C'est-à-dire, il y a un certain nombre de dispositions liées à votre alimentation que vous commencez par adopter. En 9 mois, vous pratiquez une bonne cure d'eau, vous pratiquez une bonne alimentation saine, naturelle, par les produits dans lesquels, si tous les jours, on vous traite et que vous consommez toujours des produits qui contiennent des pesticides, des insecticides, mais comment est-ce que vous voulez guérir? Le principe qui vous détruit aujourd'hui revient toujours. L'agriculture industrielle oblige quand même à ce qu'on utilise. Mais je vous dis qu'aux États-Unis aujourd'hui, les produits qui ont commencé par prendre de l'ampleur sur le marché, c'est les produits bio. En France aussi, c'est pareil. Dans beaucoup de pays, ça veut dire quoi? Ils vont se tromper et après ils reviennent encore pour comprendre qu'il faut aller au naturel. Malgré cela, les Africains travaillent aujourd'hui à faire davantage venir sur leur sol ces produits, ces pesticides et autres. Et c'est pour cela qu'il y a de l'emploi pour la jeunesse. Et nos dirigeants doivent commencer par quitter ce chemin-là. Le chemin des pesticides, tout ce qui est cide tue la vie. C'est des biocides, ça tue la vie, ça n'a pas un autre sens. Et donc, à partir de ce moment donné, on doit prendre conscience que nous devons nous investir sur le naturel. Et tous ceux qui sont des capitalistes, sont des puissants hommes d'affaires au Bénin, devraient trouver en ces secteurs-là les secteurs porteurs de demain. Et je suis sûr qu'ils ne regretteront pas. Lamine Cissé, voilà autant d'avantages que vous énumérez pour les plantes qui donnent à croire qu'il n'y a pas d'inconvénients. Mais pourtant, il y en a. Des inconvénients? Oui, mais lorsque vous estimez par exemple qu'il y a telle plante par exemple qui guérit telle maladie et que cette maladie-là elle est fréquente dans la population, mais tout le monde va se ruer et là, vous créez également un dérèglement au niveau de la nature, de la végétation. Vous savez, il y a ce qu'on appelle le moringa, là. Oui. Les feuilles de moringa. C'est maintenant que les gens sont en train de vulgariser cela. Mais cela est connu dans la société africaine depuis des millénaires. Hein. Le moringa, vous allez au Sénégal, en Guinée, etc., on fait ça avec la sauce, on mange. Quand vous dites, on dit c'est très bon, ça guérit. Mais il ne peut pas expliquer ce que ça guérit. Vous voyez? C'est-à-dire que les plantes ont des vertus qui sont extraordinaires. Les plantes sont faites pour nous protéger. Oui, mais ça va... ce que nous disons ici, ça va au-delà du moringa. Oui, maintenant, vous savez, celui qui est malade, il va toujours vers celui qui peut le soigner. Il va toujours vers un guérisseur pour lui dire, j'ai telle maladie, qui dit, bon, on va prendre telle plante. Eux, ils le font, d'autres le font naturellement, hein, sans contrepartie. OK? Vous êtes dans les villages tous qui sont là-bas. Là. Il y a des gens qui ont... Moi, mon papa, par exemple, n'est jamais allé à l'hôpital. Il a vécu 85 ans. Il n'a jamais été à l'hôpital pour être consulté. Le jour où il m'a dit, j'ai été à l'hôpital, j'ai dit, c'est fini, il va mourir. Il en est mort. Le jour où ils l'ont amené à l'hôpital, j'ai dit, ne l'amenez pas, il va mourir. Il est mort. C'est les plantes. Il était en forme rigoureuse. Il me dit, mon fils, oui, tout est dans la plante. Voilà. Tout est dans la plante pour retrouver donc les principes actifs, parce qu'aujourd'hui, nous n'allons pas rester seulement au niveau de la décoction, des potions et autres, mais pour transformer ces principes actifs en des comprimés, en des gélules, pour pouvoir soigner ces maladies, il faut abattre plusieurs plantes. Robert Clobessi, reconnaissez-le. Oui, ça, c'est la déforestation. Oui, vous voyez, c'est encore là le problème. Vous avez dit, il faut transformer en gélule, il faut transformer en comprimé. Pourquoi? Voilà. Parce que nous voulons toujours faire la science du blanc. Non, la science du blanc n'est pas la science parfaite. Mais l'urbanisation aujourd'hui nous oblige quand même à aller à ce niveau-là. Oui. Il n'y aura pas de la forêt partout. Non, l'urbanisation, c'est ça aussi le problème.
aujourd'hui, il y a des choses qui sont intéressantes chez le blanc qu'il faille qu'on copie. Nous avons par exemple Cotonou. Moi, j'ai été surpris quand une décision a été prise pour dire qu'il ne faut pas dépasser 2 niveaux par rapport aux maisons. Mais j'ai dit, quand vous faites ça, avec l'accroissement de la démographie, mais vous allez raser tout ce qui est végétation, végétation et tout. Et donc, finalement, vous allez créer plus de danger parce que l'humain a tendance toujours à coloniser l'espace. Et au lieu qu'il colonise l'espace pour redéployer ce que la nature avait, mais là, ce serait juste pour installer du béton et du ciment. Mais on n'aura réglé aucun problème. Donc, normalement, les villes doivent apprendre à se concentrer, à créer des structures en hauteur. Vous savez, quand vous allez au Japon, quand on me dit que le sol du Bénin n'est pas solide, c'est des histoires. Nous n'avons pas un sol moins stable que le sol japonais. Oui. C'est des gens qui construisent même dans la mer. Non, je crois que, vous savez, nous ne voudrions pas apprendre à nos dirigeants ce qui doit être fait. Mais je pense que si, véritablement, on conçoit qu'un État est comme un organisme et que tous les organes, toutes les cellules doivent travailler ensemble pour que l'organisme soit en bonne santé, l'État aussi devrait fonctionner de la même façon. Il faut utiliser toutes les composantes de l'État pour que les réflexions soient mûries et que des décisions ne soient plus prises de façon parfois, je ne dirais pas anticipée, de façon un peu brute, pour que finalement l'impact, parce que finalement c'est le consommateur qui paye le prix. C'est le consommateur qui paye le prix parce que quand on se retrouve avec pas de végétation, mais c'est que nous serons maintenant contraints à ne prendre que du poison. Ouais, mais ce sera ça la réalité. C'est le problème des jardins botaniques. Je crois qu'il vaut mieux, on a assez d'espace, hein, il vaut mieux couper nos arbres et aller les vendre ailleurs. Il vaut mieux les remplacer, créer des jardins botaniques pour que nous nous soignons. Parce que c'est la santé qui est le facteur de développement. Le premier facteur de développement d'un pays, c'est la santé. Donc je crois qu'on dépense assez d'argent dans la santé. Et je crois qu'en amenant ces thérapeutes, en les réhabilitant, en les rendant beaucoup plus performants, en créant des espaces botaniques pour ces produits, ces plantes, c'est déjà un acquis. L'État peut le faire, mais il ne le fait pas. On préfère amener des multinationales qui exploitent nos forêts, qui amènent nos bois, etc. ailleurs. Vous êtes contre l'industrialisation de la phytothérapie? Non, mais l'industrialisation, pour que ça soit produit manufacturé, mais on peut le conserver à l'état naturel. Laissons nos scientifiques. Oui. C'est les feuilles, on a besoin des feuilles. La manière dont les thérapeutes au Ghana, vous allez là-bas, tout ce qu'ils font là, ils ne font pas comme les blancs là-bas. Hein. Les plantes ne sont pas aussi efficaces quand elles sont vertes ou séchées. Vous le savez très bien. Non, ils le savent. C'est pourquoi j'ai dit lever le niveau. Je vous dis, quand vous allez au Ghana, vous avez des pharmacies traditionnelles. Tout ce qu'ils vendent là-bas, c'est traditionnel. Et on te dit la date d'expiration, c'est écrit, etc. Mais ils ne font pas ça comme les blancs avec des produits chimiques. Ils le font naturellement. Et vous le consommez, vous êtes bien. Il n'y a pas d'effet secondaire, etc. Nous avons on a des cerveaux. Prenez la Chine et l'Inde. La Chine et l'Inde, c'est un exemple dans le monde. Ils se sont basés sur leurs plantes traditionnelles pour inventer, créer tout ce qu'ils ont créé. Voilà un peu l'exemple. Donc c'est une référence mondiale, la Chine et l'Inde. La médecine chinoise, effectivement, a fait de beaux jours et assez de progrès. Est-ce que vous pensez qu'avec la compétition née un peu partout, tel que vous l'avez dit aussi bien, entre médecins modernes et traditionnels, et entre traditionnels eux-mêmes, l'Afrique peut véritablement se décoller à partir de cette médecine? Oui, je crois qu'il faut aller à l'école de la Chine, parce que moi j'ai vu quelque chose en Chine qui m'a beaucoup épaté. Vous avez par exemple de grandes unités de recherche où c'est des médecins conventionnels qui sont là, ou c'est les tradithérapeutes qui sont là. Et il y a une deuxième catégorie de tradithérapeutes dont on ne parle pas souvent. J'ai parlé tout à l'heure de ceux qui imposent la main, ceux qui disent les vibrations de la nature, qu'on a l'impression de ne pas reconnaître. Oui, qu'on croit ne pas reconnaître, et pourtant c'est nous-mêmes ça, debout. Mais ces trois composantes sont ensemble, et ça réussit très bien cette médecine-là, ces centres de recherche. Mais pourquoi est-ce que nous pensons qu'il faille... Non, vous savez, c'est peut-être une affaire de conscience. Peut-être qu'il aura fallu qu'on ait des dirigeants qui deviennent philosophes, comme a dit l'autre, le roi qui devient philosophe et le philosophe qui deviennent roi, pour qu'on comprenne que la première personne la plus importante dans la cité, c'est le consommateur.
Et donc, à partir du moment où on s'occupe bien de sa santé, comme l'a dit Lamine Cissé, vous êtes sûr d'avoir des gens prêts à travailler et à produire un tissu économique qui va assurer le développement. Mais tant que la santé ne serait pas garantie, qu'on pourrait mettre n'importe quoi sur le marché parce que tenez-vous tranquille. Nous savons aussi que de la Chine, par exemple, viennent des produits qu'on ne contrôle pas forcément au Bénin et qui ne garantissent pas la sécurité non plus. Parce qu'il y a des vendeurs, dirigeants là-bas aussi qui fabriquent ces produits qu'on nous envoie ici. Et vous savez, on leur a posé la question de demander, mais pourquoi est-ce que vous laissez faire que des gens envoient ça chez nous? Et ils nous ont dit, installez des structures de contrôle chez vous. Si ça vient chez nous, vous nous retournez ça. C'est aux Chinois, vous avez posé la question? Oui. Et ils ont dit, oui, si installer des structures de contrôle chez vous. Vous l'avez fait en direction des autorités. Mais nous les avons informés, on a fait un rapport de notre séjour là-bas. Bon, qu'est-ce qu'ils en ont fait? On attend toujours de voir. Mais une chose est sûre, nous on continuera de faire notre travail de veille, de leur rappeler ce qu'ils pourraient faire pour nous, pour qu'on soit mieux portant et pour qu'eux-mêmes puissent continuer de mériter notre confiance. Parce que si les dirigeants ne font pas les choses en sorte qu'ils méritent notre confiance, c'est dans les urnes que nous leur montrons qu'en fait on est satisfait ou qu'on n'est pas satisfait. La plupart du temps, c'est ce qu'on dit sur les ondes. Ben, c'est pas ça la réalité. Lamine Cissé, les ONG, les associations estiment que les dirigeants, les gouvernants ne font pas assez pour qu'ils puissent véritablement jouer leur rôle de veille. Mais ici, nous sommes en santé publique et il est question de détecter les contrefaçons au niveau de ces produits phytothérapeutes pour sauver des vies. Qu'est-ce que vous savez, les ONG et les organisations n'ont pas les moyens qu'il faut pour contrôler. Qui va leur donner les moyens? Mais c'est des associations donc on se cotise pour vivre. On ne doit même pas donner les moyens aux associations pour contrôler. On doit donner les moyens aux associations pour alerter. C'est ça le rôle. Le rôle régalien de l'État, c'est l'État qui doit contrôler ce qui rentre dans le pays, ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Puisqu'en Afrique, on a assez de frontières poreuses, est-ce que vous pensez que véritablement l'État seul peut jouer? Non, la question n'est pas de frontières poreuses. Quand vous parlez de frontières poreuses, moi, il n'y a aucune frontière qui est poreuse. C'est les gens qui sont au niveau des frontières qui sont poreuses. Non, c'est eux qui laissent les gens circuler comme ils veulent. Vous pensez qu'en Afrique, un État peut vraiment assurer toutes ces frontières? Mais pourquoi pas? En Occident, il y a tellement d'entrées. Oui, mais il y a tellement d'entrées. Il y a des critères d'entrée dans un pays. Mais il faut contrôler ces critères d'entrée. Celui qui n'a pas la pièce d'identité, vous le laissez l'entrée parce qu'il a de l'argent. Ça, c'est la frontière qui a fait, ou bien c'est l'agent qui est poreux. La porosité, c'est au niveau des agents de contrôle. Le problème se trouve là, c'est la corruption. Nous savons ça. Au niveau des frontières, tout passe quand les agents veulent que ça passe. C'est ça le drame. Vous allez venir avec votre carte d'identité nationale, vous êtes brimé que celui qui vient, il tend le billet d'avion. Lui, il a toutes les courtoisies, les salutations normales, quoi. Il passe. Donc la porosité, il faut être... Nous n'utilisons pas ce langage-là, nous, les acteurs de l'intégration au quotidien sur le terrain. Ce n'est pas la porosité des frontières qui pose le problème. Mais ce que nous disons, l'État, les ONG, les organisations, dans d'autres pays, il y a des organisations qui ont du matériel, ils sont bien équipés, etc. Ils apportent d'une façon des preuves scientifiques de leurs accusations. Mais le président, le porte-voix des consommateurs qui est sur le plateau ici, là, lui, il a quel instrument? Est-ce que les consommateurs eux-mêmes sont en train de le soutenir dans son action? Tous les consommateurs doivent cotiser au moins 100 francs par mois pour lui donner, pour lui permettre de travailler pour eux. Mais est-ce que nous sommes conscients de cela nous-mêmes? C'est une grosse interrogation. Robert Acrobatie, on va sortir donc de cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauver des vies en détectant les contrefaçons au niveau des produits phytothérapeutes? C'est le thème central. En tant que président de la voix des consommateurs, qu'est-ce qu'on peut retenir? Je peux dire déjà que nous avons par exemple un call center à travers lequel toute personne qui est informée que certaines pratiques non conformes ou qui a des informations sur des gens qui produisent sans que ce ne soit normé, puisse nous informer. Ça nous permet d'aller vérifier sur le terrain et d'alerter. Et comme il a dit, il urge effectivement que les consommateurs commencent par nous accompagner parce qu'il y a beaucoup de produits qui sont sur le marché que nous avons besoin de faire analyser dans les laboratoires, mais pour lesquels nous n'avons pas les moyens. On a sollicité le laboratoire conçu par les frais du contribuable. Mais il ne répond pas. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a besoin d'avoir nous-mêmes les moyens pour envoyer dans des laboratoires, faire analyser et donner les résultats à l'État pour que l'État fasse maintenant la contre-expertise.
Maintenant, l'État lui-même devrait à un moment donné se poser la question de savoir est-ce que nous voulons vraiment sauver nos populations ou bien nous voulons les laisser mourir? Et c'est là que l'État devra faire des choix pour savoir est-ce qu'il faut aller à une phytothérapie améliorée ou bien il faut laisser n'importe qui vendre n'importe quoi dans le pays. Des associations ou ONG snobées, des États complices, des firmes internationales. Mesdames, Messieurs, il urge que la pharmacopée en Afrique soit prise au sérieux pour que véritablement l'Afrique, à l'image de la Chine, prenne son envol à travers donc la phytothérapie. C'était votre émission Angle de vue consacrée à la phytothérapie. Comment donc détecter la contrefaçon afin de sauver des vies. C'est de ça que nous avons parlé avec nos invités, Lamine Cissé, analyste politique, auteur du double roman Les effets des causes cachées, un roman qui comporte assez de réalités africaines que vous donc pouvez procurer et donc en prendre connaissance. Merci également à vous, Robin Akrobessi, le président de la Voix des consommateurs, d'avoir répondu à notre invitation. À chacun et à tous, le débat reste ouvert. À vous de faire votre opinion sur cette thérapie en Afrique.